Il est 13h, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Nous sommes le 1er mai, jour de la fête du travail. La fête du travail célébrée dans le monde entier. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de la célébration de la fête du travail aura lieu ce dimanche 1er mai du côté de la primature. Une cérémonie qui sera retransmise en direct sur les antennes de la RTI. Et dans cette édition, nous ferons focus sur certains métiers qui n'obéissent plus à la supposée loi du genre. En religion, la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan aura lieu demain lundi 2 mai 2022 selon une déclaration du COSIM et du CODIS. Le croissant lunaire n'ayant pas été aperçu sur le territoire national, à suivre dans cette édition le communiqué du CODIS et du COSIM en rapport avec cette actualité. En Guinée, 8 mois après le coup d'État survenu dans le pays, dans un discours solennel à la nation diffusé à la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé un calendrier de transition. Il souhaite que l'ordre constitutionnel soit rétabli d'ici 39 mois, soit un peu plus de 3 ans. Voilà pour l'essentiel. Bonjour à tous et merci de nous suivre. Nous sommes le premier jour du mois de mai de l'an 2022, jour de la fête du travail, jour férié, chômé et payé sur l'étendue du territoire national. L'évolution de cette célébration populaire qu'est la fête du travail nous apprend que cette célébration est bien le fruit d'une haute lutte menée par des ouvriers qui a fini par payer tantôt à coup de manifestations, mais aussi du sang versé par la classe ouvrière pour ce qui est de la répression qu'a connue cette lutte. Le sang justement qui sera au cœur de nos échanges ce 13h dans le cadre de votre magazine de ce dimanche. L'on fera surtout focus sur le prix homologué des poches de sang qui est de 3 000 francs CFA et la stratégie mise en œuvre pour accroître sa disponibilité, mais également l'évolution de quelques actualités liées à cette décision prise par le gouvernement. Et pour en parler, nous serons en compagnie du professeur Konaté Seydou, directeur général du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. Professeur, merci d'être avec nous. Merci, bonjour Monsieur Guivet. Et bonne fête du travail également. Merci à vous aussi. Et justement, on vous retrouvera, professeur, dans une trentaine de minutes pour l'heure. Restons focus sur l'actualité du jour, la fête du travail. C'est donc aujourd'hui, ici en Côte d'Ivoire, nous le disions à l'instant, la cérémonie officielle de la célébration de la fête du travail aura lieu ce dimanche 1er mai du côté de la primature à partir de 15h. Une cérémonie qui sera retransmise en direct sur les antennes de la RTI. Et dans le fil de la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du Ramadan qui aura lieu demain, lundi 2 mai 2022, selon une déclaration du COSIM et du CODIS, le croissant lunaire n'ayant pas été aperçu sur le territoire, une déclaration que je vous invite à suivre. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le COSIM et le CODIS informe la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2022, 1443 de l'Hégire, n'a été observé nulle part sur le territoire national. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébrée, Inch'Allah, le lundi 2 mai 2022. Les imams souhaitent bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Je vous remercie. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Nye kibaraye kabwanya limami tomba flayoro Côte d'Ivoire COSIM ani CODIS. Koka silama bela jenin lalonia kafo seldeni kalo yelima sabati Côte d'Ivoire fansila biulana koladum. N'Allah subhanahu wa ta'ala sonama tenelo no lebena ben mekalo tele flama 2022 la o lebena ben anya sel denima limamumbe Allah subhanahu wa ta'ala dalla ka selini hereshaya alamo kala kanya bato mine alamo kala asambe sambe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À l'instant donc le communiqué du COSIM et du CODIS qui renseigne donc sur la célébration qui aura lieu demain, lundi 2 mai de l'Aïd el-Fitr. Sachez également que le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés le lundi 2 mai 2022, jour de la fête de fin de Ramadan, l'Aïd el-Fitr est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire
territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977. Et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite convention, le jour de la fête de fin de Ramadan est déclaré jour férié, chômé et payé. Et le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale qui porte également à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que les activités commémoratives de la fête du travail seront organisées le 1er mai, ce 1er mai donc 2022 sur toute l'étendue du territoire national avec la cérémonie officielle, nous le disions tantôt, qui se déroulera dans les jardins de la primature à partir de 15h. Le travail, sous toutes ses coutures, appréhensions et déclinaisons dans son évolution, connaît une levée de barrières. La question du genre ne semble plus peser dans les choix des métiers pratiqués. L'on retrouve donc aisément des hommes évoluant dans des métiers considérés comme féminins et vice-versa. Aucun secteur d'activité ne semble échapper à cette réalité qui, dans le fond, ressemble à un appel à exercer le métier de son cœur pourvu que l'on réussisse à s'insérer dans la société. Métier de femmes exercé par les hommes, métier d'hommes exercé par les femmes. Nous y reviendrons certainement peut-être au cours de cette édition ou dans nos prochaines éditions. Le reportage, mesdames et messieurs, que vous allez suivre dans un instant, nous présente le portrait d'un jeune Ivoirien. Son nom, Joël Yapo. Il est non-voyant depuis la naissance. Il réalise des meubles de qualité, la preuve qu'un handicap n'est pas un obstacle à la pratique d'un métier valorisant. Notre reporter Khalil Diomandé est allé à sa rencontre. Son sujet est commenté par Jean-Marc Djeji. C'est sous cet arbre, situé dans le quartier de la Riviera Bonoumin à Cocody, que Joël, non-voyant depuis la naissance, exerce son métier de menuisier ébéniste. Ce matin, il s'attelle à la fabrication d'un panneau battant de paillasson de cuisine. 97 cm, 5 mm. 97, 5. À ses côtés, son apprenti pour l'assister. Nonobstant son handicap visuel, Joël parvient à manipuler avec dextérité ses outils de travail. La passion pour la menuiserie, Joël l'a développée depuis l'enfance. Dans mes premiers pas, j'ai été voir un menuisier au village. Il a dit, bon, si je te refuse, tu vas dire que c'est parce que tu ne vois pas. C'est lui qui m'a appris à attraper le rabot, à raboter. Un jour, on avait fini de découper les tables et un client l'a appelé. Avant qu'il ne vienne, j'avais fini de clouer ces 3 tables. Et moi, je ne sais pas qu'il était là. Et au moment où j'ai fini tout, je dépose le rabot, il attrape ma main et dit non, vraiment, tu as un talent. Les difficultés et les préjugés dans ce métier, Joël s'y connaît. 22 ans d'expérience, c'est pas facile. Les obstacles, c'est les préjugés, le manque d'outils adaptés pour un non-voyant. Et puis les clients, quand on les approche, qu'on leur dit « je connais quelqu'un qui peut vous faire ça, mais c'est un non-voyant », tu vois, il y a un peu la réticence. Moi, je comprends. C'est moi qui dois les amener à comprendre que c'est vrai, je suis non-voyant, mais ils peuvent me faire confiance. Les capacités managériales, Joël en dispose également. Il dirige aujourd'hui une équipe de 8 personnes. Ça se passe bien, il y a les trucs que je ne connais pas, mais moi, c'est un patron qui est bon. Dans la foulée, il nous conduit chez l'un de ses clients. Dans cette salle de classe, la bibliothèque et les bureaux des écoliers. Tous confectionnés de main de maître par Joël. Je suis content aujourd'hui parce que, étant non-voyant, je parviens à apporter ma petite contribution à l'évolution de notre société. Et nous sommes satisfaits du travail qu'il fait, vu la qualité des produits qu'il utilise, surtout les bois. Nous avons des bureaux qui datent depuis la création de l'école qui sont encore là. C'est un don particulier qui lui a été fait. Joël est aussi marié et père d'une fillette de 10 ans. Sa bravoure est l'une de ses qualités dont se réjouit son épouse. Je l'ai épousé, il était déjà menuisier, donc c'est un des critères qui m'a encouragée à l'épouser. Et quand j'ai vu son courage, j'ai su que je pouvais marcher avec lui. Je suis fière de toi. Moi également. L'handicap de Joël ne freine aucunement ses grandes ambitions. J'ambitionne créer une menuiserie inclusive, là où le non-voyant en particulier, mais en général les handicapés, pourront travailler ensemble avec les valides et former des personnes qui sont laissées pour compte. Et je voudrais aussi dire aux personnes handicapées qui pensent que, ayant perdu la vue, qu'on ne peut plus rien faire, ou qui pensent que
ayant perdu un membre de son corps, ne peut plus rien faire. Et je dis non, refusons que les gens nous donnent et nous-mêmes apportons aussi. Cet artisan non-voyant compte déjouer tous les pronostics qui ne lui prédisaient aucun avenir dans ce métier. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 1500 personnes vivant avec un handicap qui bénéficient d'un emploi stable selon le rapport 2020 du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Aveugles mais travailleurs, un exemple qu'il convient d'encourager. Loin de cette ambiance fait de meubles, les travailleurs de la filière gingembre, producteurs, commerçants et transformateurs viennent de mettre sur pied une interprofession à Yamoussoukro. Ils se donnent pour objectif d'accroître leur production et de moderniser leurs activités. Lanciné Bakayoko. Absence de semences améliorées, faible maîtrise des itinéraires de production et des techniques de transformation, insuffisance d'infrastructures de conservation adaptées, mais surtout une organisation des acteurs de la filière gingembre. D'où la mise en place de cette interprofession gingembre qui regroupe producteurs, commerçants et transformateurs. Cette dynamique est l'œuvre de tout le monde, à commencer par les acteurs eux-mêmes des différentes filières et ensuite l'administration qui est inspirée par le gouvernement ivoirien qui a pris en charge de constituer des interprofessions au niveau de toutes les filières, au niveau de l'agriculture. Au regard de la demande en croissance continue, 50 tonnes par an, le gingembre peut constituer une source de richesse pour la Côte d'Ivoire, pour peu que la filière bénéficie d'un accompagnement adéquat. Je suis très heureux que cette filière soit vraiment organisée au niveau national et que ça soit aussi au niveau international. Ce que j'attends, c'est l'encadrement technique, et puis aussi son soutien matériel pour que cette organisation puisse vraiment aboutir. Cette structuration autour de l'interprofession devrait donc favoriser le relèvement des revenus des acteurs directs et de donner davantage de vigueur à la diversification nutritionnelle et à l'accès au financement. J'invite les uns et les autres, en particulier les bailleurs, à nous aider à pouvoir mener nos activités pour permettre à tous les acteurs de s'épanouir dans leur travail et de créer ainsi des emplois pour la jeunesse et pour les femmes. Les vertus du gingembre sont nombreuses. Outre sa réputation d'aphrodisiaque puissant, c'est une épice qui améliorerait la digestion. En Côte d'Ivoire, il est principalement cultivé dans les localités de Bongwanou, Divo, Gagnoa-Soubré, Tiasalé, Tanda et Kounfao. Et parlons à présent de cet hommage des transporteurs au chef de l'État au regard des acquis importants en termes d'infrastructures dont s'est dotée la Côte d'Ivoire en l'espace d'une décennie. Routes, autoroutes, ponts et échangeurs, les conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest se sont rendus massivement à Touba afin d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara. Ils ont été rassurés par les autorités de l'engagement du gouvernement à promouvoir la modernisation du secteur du transport. Lanciné Bakayoko nous en parle. De 2011 à 2021, ce sont 4500 km de routes et une trentaine de ponts qui ont été réalisés par le gouvernement pour un investissement d'environ 3500 milliards de francs CFA. Au plan régional, la Côte d'Ivoire a pris le leadership du projet de construction du corridor Abidjan-Lagos. Autant d'éléments qui motivent les conducteurs ouest-africains, premiers bénéficiaires des infrastructures routières, à magnifier le président Alassane Ouattara, maître d'ouvrage de tous ces travaux. Chaque frontière nouée pour venir, on n'avait plus les routes. Et au moins de 5 ans, nous avons eu route. Nous avons eu tout à Côte d'Ivoire. Le gouvernement entend poursuivre sa dynamique d'investissement dans les infrastructures routières afin de répondre davantage aux défis d'une économie croissante et d'assurer le transport efficace des marchandises, y compris en termes de sécurité. Je voudrais citer la construction d'une grande station de paysage pour les véhicules poids lourds afin de préserver le réseau routier national. Je voudrais citer également la mise en œuvre du projet de renouvellement du parc automobile en faveur des transporteurs.
Un programme national de développement routier 2016-2025 est en exécution. Ce plan vise à construire et à remettre en état les infrastructures routières, les ponts et les échangeurs dans tout le pays. Question d'offrir un accès aux populations rurales et d'améliorer les services de transport. Autre action, un fonds doté de 100 milliards de francs CFA a été créé. Lutte contre la drogue, un autre coup de filet important réalisé cette fois par les éléments de la gendarmerie nationale dans les communes d'Adjamé et d'Atékoubé. 149 blocs de cocaïne et 457 kg de faux médicaments ont été saisis. 14 personnes ont été interpellées. Abou Sanogo. C'est le fruit des opérations menées par les hommes de la section antidrogue de la gendarmerie nationale dans les communes d'Adjamé et d'Atékoubé, le jeudi 28 et vendredi 29 avril dernier. 149 blocs de cannabis et 457 kg de médicaments prohibés, constitués entre autres de sirop, de comprimés et de produits injectables ont été saisis. Ces stupéfiants devraient alimenter le marché ivoirien ainsi que les médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Lors de leurs opérations, les hommes de la gendarmerie nationale ont interpellé 14 individus à Adjamé et à Atékoubé au moment où ils s'apprêtaient à écouler leurs marchandises. Le cannabis, c'est pour moi. Et fait ça pour me défendre. Ils seront déférés devant les juridictions compétentes pour répondre de leurs actes. Un commentaire signé Abou Sanogo. Et pendant que la lutte contre le trafic des stupéfiants s'intensifie, un concours dénommé Ivoire Talent Compétition a été organisé dans la commune de Yopougon pour promouvoir la pratique de l'anglais. Les élèves ont été sensibilisés sur l'importance de la maîtrise de la langue anglaise afin d'être plus compétitifs une fois sur le marché de l'emploi. On voit cela avec Théodore Zouzou et Franck Quadio. Traduction de l'anglais au français face à un public intéressé. Nous sommes à la 3e édition du concours Ivoire Talent Compétition, initié par une ONG du même nom pour la promotion des talents en milieu scolaire. L'objectif est d'amener les apprenants à être bilingues en parlant couramment l'anglais. Les études ne se limitent pas seulement aux interrogations et aux devoirs. À un moment donné, il faut permettre aux enfants qui ont des talents cachés en eux de déceler ces talents. Nous sommes dans un pays francophone. L'anglais ouvre des portes. Une compétition axée sur le thème de la non-violence et des épreuves diverses telles le dessin d'art, la traduction de faits de société en anglais, puis en français, la danse, le costume traditionnel et la coiffure. Les collègues Tiouli de Yopougon, Jérusalem et Saint-Augustin de la même commune sont les finalistes sur les 6 établissements au départ. Un projet jugé d'intérêt. Je me suis inscrit à cette compétition et j'ai vu que cette compétition a des bienfaits pour ce pays. Donc je me suis inscrit et lors de la compétition l'année dernière, j'ai été le meilleur acteur. L'anglais, son importance c'est surtout le parler. C'est pour ça que je pense que c'est une très bonne chose. En passant par la culture, ça permet de faire la promotion de cette culture ivoirienne, mais en anglais, c'est une chose que nous trouvons extraordinaire. Regarder et pouvoir voir comment est-ce que nous pourrons implémenter cette compétition au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À partir de ce concours, nous allons intéresser les enfants avec des cours de renforcement. Nous allons prendre des enseignants d'anglais pour renforcer cet apprentissage-là. Quant à la marraine, conférencière sur l'importance du bilinguisme dans le développement, elle exhorte les élèves à s'adonner à l'apprentissage de la langue de Shakespeare. Il est important que nous, parents et éducateurs, enseignants, nous prenons aujourd'hui cette lourde responsabilité d'épauler, de motiver et d'accompagner nos enfants à aimer la langue anglaise. Parce que la langue anglaise, c'est la langue du business. Une 3e édition pleine de promesses. Les jeunes candidats en compétition disent avoir beaucoup appris. La Covid-19 est encore présente en Côte d'Ivoire. À suivre à l'instant l'évolution de cette maladie dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle a enregistré hier samedi 30 avril 2022 à 15 nouveaux cas de Covid-19 sur 664 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 8 guéris et 0 décès. Le 29 avril, 19 188 doses de vaccins ont été administrées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire.
Parlons à présent développement. Les cadres des 15 villages de la sous-préfecture de Lolobo situés dans le département de Béoumi, après réflexion et analyse formulée au cours d'états généraux du développement qui les a réunis du 15 au 16 avril dans la localité, proposent un schéma directeur pour son développement. Objectif, favoriser le retour des populations sur leur terre d'origine et la mise en valeur des potentialités de cette localité. Léon Brou. Jour de marché à Lolobo, sous-préfecture du même nom, département de Béoumi. La localité grouille de monde, mais de sources locales, le trop-plein procède du retour des migrants à la faveur de Pâques. En clair, Lolobo est frappé par l'exode rural autant que les 14 autres localités de sa circonscription. Conséquence, seulement 9 500 âmes pour toute la sous-préfecture, contre 20 000 habitants annoncés par le recensement de 1998. Potentialité économique peu exploitée, vétusté des infrastructures de base déjà insuffisantes. Voilà qui motive les états généraux du développement. Avec l'appui des mutuelles de développement et des populations de la sous-préfecture de Bobi en 2014, nous avons réussi à élaborer un plan de développement local. Nous avons obtenu plus de 3 milliards de francs CFA auprès des partenaires au développement. Ce qui permet aujourd'hui à la circonscription de Bobi d'asseoir un développement avec l'appui des cadres et des populations locales en comptant sur leurs propres ressources. De l'agriculture au commerce en passant par l'école, la santé, les routes, l'eau, l'électricité, tous les domaines au scanner des fils et filles, appuyés par des acteurs et partenaires au développement de Lolobo. Il y a de très grandes chances que des Canadiens viennent à Lolobo l'été prochain pour une mission ici, dans le cadre d'un programme avec les femmes et un programme d'alphabétisation aussi. Quand on s'assoit pour réfléchir, pour penser et programmer dans le cadre d'un plan stratégique et opérationnel le développement d'une localité, il y a un balayage qu'il faut faire et l'orpaillage dit clandestin, parce que non autorisé, est une des situations qu'il faut élucider. Sanctionne donc les états généraux de Lolobo un plan de développement local. Il incite au maintien et au retour des bras valides par l'exploration de nouvelles cultures et technologies agricoles, la création de coopératives et autres richesses, aussi prévues, partenariat avec le public et le privé. Objectif, renforcement des infrastructures, amélioration du cadre de vie, épanouissement des populations. Les conflits fonciers font rage dans les villages du canton d'Oum, dont Pitié-Si, un village de ce canton. Il faut donc travailler à les éteindre et pour stopper la vente illicite des terres patrimoine de famille. La mutuelle de développement du dit village a initié une causerie débat. Le président de l'Ordre des experts géomètres de Côte d'Ivoire a échangé avec la population de ce village sur les démarches à suivre afin d'éviter ces conflits. Charles Tatou. La traversée de l'autoroute du Nord dans la commune de Bouaké va contribuer à l'extension de certains quartiers de la ville. Kelekro, agglomération constituant une des portes de sortie en allant à Sakassou. Pitié-Sou fait partie des villages riverains de la future voie bitumée de l'autoroute du Nord. Des villages qui suivent après ce quartier. Dans cette zone, une partie également du canton d'Oum, composée de 18 villages. Les conflits fonciers font déjà rage. Nos parents ne savent pas l'utilité de la terre. Chacun se lève, il brade la terre. Ce n'est pas normal. Il faut que nous puissions sensibiliser la population. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème. La mutuelle de développement de Pitié-Sou multiplie donc des actions pour stopper les conflits et sauvegarder les terres, patrimoine des familles. Le président de l'Ordre des experts géomètres de Côte d'Ivoire sollicité à l'occasion de la célébration des Pakinou. Objectif, communiquer sur le foncier rural en vue des conseils pour la prévention des conflits. Nous savons très bien que la dégradation abusive, sinon la gestion irrationnelle même de nos forêts est telle que ça peut avoir des conséquences fâcheuses sur le développement durable en termes d'environnement, en termes social et en termes économiques sur les générations futures. La causerie débat sur le foncier rural, un moyen donc à la mutuelle de développement de Pitié-Sou pour la réconciliation des populations rurales du dit village. Les danses du terroir ont traduit le retour de la cohésion sociale.
Les femmes, AOC, Action des ouvrières pour Christ de l'église évangélique Eden d'Okui des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire sont conduites sur les sentiers de l'autonomisation financière. Leur capacité à la pratique d'activités génératrices de revenus ont été renforcées et un marché a été ouvert à leur intention en vue de valoriser leur savoir-faire. Otianga Danyogo, Patricia Mouetia. Cette coupure de ruban marque l'ouverture du marché de l'Action des ouvrières pour Christ, AOC. Une association qui vise à promouvoir et à soutenir les femmes dans leurs activités. L'objectif, contribuer à l'autonomisation et à l'émancipation des femmes. Le marché de l'AOC est de montrer à la communauté que nous avons du talent en interne. Nous sommes un grand marché par nous-mêmes et encourager celles qui ne se font pas confiance à savoir qu'elles ont du talent, qu'elles peuvent subvenir à leurs besoins. Pour ces femmes, ce marché leur permettra de mettre en valeur leur talent à travers les articles qu'elles confectionnent manuellement. Je fais la couture d'enfants, surtout les prêt-à-porter, les habits de sortie, de soirée, des pages, des filles d'honneur. Par exemple, cette robe, on a l'impression que c'est importé, en temps c'est fait ici. Avec l'aide de Maman Yakairo, on a appris à faire ces sacs-là. Et aujourd'hui, j'arrive à subvenir à mes besoins sans problème. Voilà. Et je donne aussi des séances de formation aux femmes qui sont vraiment intéressées à la chose. La marraine de la cérémonie a encouragé davantage ces femmes à être des femmes entreprenantes et autonomes. Le marché de l'AOC m'a épatée. Et je me rends compte que l'AOC est un géant. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous asseoir et parler ensemble et encourager nos sœurs à aller de l'avant. Jeux et manifestations ont mis fin à cette cérémonie. L'écrivaine ivoirienne Onzata Ouattara, accompagnée de 2 autres auteurs, vont à la rencontre des élèves afin de leur inculquer la passion pour la lecture. Les centres culturels et lycées à travers le pays sont visités par les écrivains et les jeunes répondent présents. Kader Segotoko. Bouaké va voir Cinématiali, Korogo et Feksedougou. Les coups de la vie tout est à la rencontre du grand public de l'intérieur du pays. Pour cette édition, l'écrivaine et romancière Onzata Ouattara est accompagnée par d'autres auteurs. Aminata Kone Sissé, écrivaine avec à son actif Tranche de vie d'Agamé à New York et Les petites histoires de Mélina, Mon métier de rêve. Adaye et Aotano avec un souvenir pointueux. L'objectif de la tournée est clair, faire la promotion de la lecture. Nous avons initié la caravane Les coups de la vie tour pour être proche de nos lecteurs. Nous organisons chaque année des activités à Abidjan où nous résidons, mais nous nous sommes rendus compte que nos lecteurs de l'intérieur du pays n'ont pas la possibilité de nous voir, de nous toucher, d'échanger avec nous. Et l'idée, c'était de donner ou encore de redonner goût à ces lecteurs qui sont à l'intérieur du pays, de sorte à les familiariser avec nos œuvres. Les différentes étapes ont connu une forte mobilisation. Élèves, enseignants, parents d'élèves et autorités locales ont vécu pleinement l'instant. La lecture représente l'ouverture d'esprit et l'état d'âme. Maintenant, je suis très heureux aujourd'hui de voir tous ces romanciers-là à la dédicace. Grâce à eux, certains de mes camarades connaîtront l'amour de la lecture. Moi aussi, je veux être une écrivaine. Et de voir une écrivaine parler de la littérature, s'exprimer, vraiment, ça m'a fait beaucoup de plaisir. Partir des faits réels pour amener cette jeunesse à s'approprier toutes les valeurs que peut renfermer un ouvrage est une très très bonne initiative. Les gagnants de chaque étape sont répartis avec des livres au profit de leurs écoles. Et nous leur souhaitons une belle lecture. Le Comité national olympique a un nouveau président. Son nom, Ngo Georges. Il a été élu président de ce comité pour un mandat de 4 ans à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue hier samedi 30 avril 2022 au siège de la Confédération africaine de handball, Sisa Kokodi Danga. Arsène Kouassi et Salif Ouattara nous en parlent. Le nouveau président du Comité national olympique de Côte d'Ivoire se nomme Ngo Georges Joseph. Le porteur du projet Nouvelle Vision a été élu à la tête de la fêtière des fédérations sportives olympiques ivoiriennes à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue au siège de la Confédération africaine de handball. Maître Ngo Georges succède ainsi au général Lansana Palanfo pour un mandat de 4 ans. Maître Ngo Georges Joseph a été porté à la tête de l'institution après un scrutin démocratique plein de suspense.
Je voulais remercier ou féliciter mes frères Bamba Chek et Kwaku Lucien pour l'esprit qui a animé donc cette campagne électorale, esprit de fair play, esprit de respect, esprit de courtoisie, qui fait que notre campagne s'est déroulée dans des conditions tout à fait normales. Je remercie également tous ceux qui n'ont pas voté pour moi, parce que de toute façon, c'est la famille. Hein. Nous sommes dans un milieu sportif. C'est l'Olympisme qui est vainqueur, qui sort vainqueur de cela. Il a fallu attendre le second tour de ces élections pour connaître le nouveau patron du CNO Côte d'Ivoire. Au premier tour, Maître Ngouan Georges a récolté 11 voix contre 10 pour Kwaku Lucien. Le troisième candidat, Bamba Chek Daniel, lui n'a obtenu que 7 voix à l'issue du premier tour. Maître Ngouan Georges, président de la Fédération ivoirienne de tennis, devient ainsi le 4e président de l'histoire du Comité national olympique de Côte d'Ivoire. Et dans l'actualité internationale, en Guinée, 8 mois après le coup d'État survenu dans le pays hier samedi soir, dans un discours solennel à la nation diffusé à la télévision nationale, le colonel Mamadi Doumbouya a annoncé un calendrier de transition. Le colonel Mamadi Doumbouya souhaite que l'ordre constitutionnel soit rétabli d'ici 39 mois, soit un peu plus de 3 ans. La CEDEAO avait, rappelons-le, baissé la pression sur les autorités militaires de Guinée en leur accordant un délai supplémentaire pour présenter leur calendrier de transition, dont la date butoir avait été initialement fixée en mars au 25 avril sous peine de l'extension des sanctions économiques décidées contre le pays après le putsch de septembre. Place à présent à l'entretien de ce dimanche magazine. Recevons, comme nous l'annoncions à l'entame de cette édition, le docteur Konaté Seydou, directeur du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS. Bonjour docteur et merci de nous avoir rejoints à nouveau sur ce plateau. Alors docteur, nous avons bien envie d'entamer notre entretien par cet adage bien connu de vos services et je cite « Le sang ne s'achète pas ». On parle d'ailleurs de coup de scission. Expliquez-nous rapidement cet adage avant d'entrer dans le vif du sujet. Merci M. Guivet. Effectivement, le sang ne se vend pas parce que le sang n'a pas de prix. Le sang, c'est la vie. Alors, est-ce qu'on peut évaluer le coût, le prix de la vie de quelqu'un? Non. C'est pour cela que nous disons le sang se cède. Le sang se cède à un coût, mais le sang ne peut pas se vendre. Alors avec vous, nous allons parler de la stratégie pour la production du sang, mais bien avant du prix homologué du sang qui a été fixé à 3 000 par le gouvernement. Alors, docteur Konaté, merci donc d'être avec nous. Alors, quel est le circuit de production du sang, dites-nous? Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous dire merci au nom du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique pour nous avoir permis d'utiliser ce plateau et expliquer à la population la situation du sang en Côte d'Ivoire. Le prix de cession, comme vous le demandiez, est de 3 000 francs CFA. Ceci a été décidé par le gouvernement. Et donc, le ministre de la Santé a pris un arrêté dans ce sens-là. Depuis le 8 mars, l'arrêté est sorti. Donc, à partir d'aujourd'hui, le coût de cession d'une poche de sang, quel que soit l'endroit où vous vous situez dans la pyramide sanitaire, est de 3 000 francs, que vous soyez au privé ou au public. Quiconque fait un prix supérieur à 3 000 francs doit être dénoncé. Voilà. Et justement, il y a une actualité qui est justement en rapport avec ces faits de dénonciation, mais nous allons en parler au cours de cet entretien. Mais juste avant, que révèlent les courbes évolutives en matière de dons de sang ces derniers mois? Sont-elles en hausse ou en baisse? Alors, il faut dire que la population ivoirienne a compris notre appel, nos différents appels aux dons de sang, parce que c'est bien de donner le prix à 3 000 francs, mais il faut avoir du sang. Et ce sang-là se trouve dans la population. C'est ainsi que depuis janvier, nous étions à 14 000 prélèvements par mois. À la fin mars, nous nous sommes retrouvés à peu près à 19 000 prélèvements, un peu moins de 20 000 prélèvements. Donc la courbe est ascendante, mais elle ne suffit pas encore. Il faut que nous atteignions au moins 21 000 prélèvements par mois pour dire que nous sommes proche de l'autosuffisance en produits sanguins. Alors docteur, la crise Covid qu'a connue notre pays, à l'instar des pays du monde entier, a-t-elle eu un impact important sur ce circuit de production du sang? Oui, la Covid a eu un impact négatif sur la production du sang. Je me rappelle encore, c'était en 2020, en mars 2020, nous sommes descendus de 400 prélèvements par jour, nous sommes descendus à près de 200 prélèvements. Donc, pratiquement la moitié, parce qu'il n'y avait plus de regroupement de personnes, on ne pouvait pas se regrouper à 50 personnes, on ne pouvait pas faire de collecte mobile, les populations avaient peur de fréquenter les structures de santé parce que croyant qu'elles peuvent contracter la maladie dans les structures de santé. Et là, nous avons eu beaucoup de problèmes, nous avons eu beaucoup de soucis.
Heureusement qu'aujourd'hui, ceci est derrière nous. Aujourd'hui, il faut nous rassurer, tout est en train de rentrer dans l'ordre, n'est-ce pas? Effectivement, aujourd'hui, nous sommes autour de 600 prélèvements par jour, donc les choses ont beaucoup évolué. Alors, on assiste souvent à des campagnes de dons de sang organisées par des particuliers ou par des associations de particuliers, mais pourquoi du sang, il en manque toujours dans nos hôpitaux? Alors, il faut dire que... Cette question, vous la connaissez certainement. Voilà. Il faut dire que le sang est un produit périssable. C'est-à-dire que quand vous avez prélevé une poche de sang aujourd'hui, au bout de 42 jours, si vous ne l'avez pas consommé, vous êtes obligé de la jeter. Ça, c'est pour le concentré globulaire. Pour certains produits, c'est 5 jours après leur prélèvement. Donc, il faut toujours renouveler le stock de sang qu'on a. C'est pour cela qu'on demande aux patients, disons aux populations, de donner leur sang. Une fois, c'est bon, mais plusieurs fois, c'est mieux. Voilà pourquoi nous faisons 4 prélèvements de sang chez un individu dans l'année. C'est le renouvellement des stocks qui permet à un service de transfusion sanguine de disposer du stock suffisant en cas de besoin dans les hôpitaux. Alors, pouvez-vous nous décrire le processus de production du sang? C'est-à-dire de bout en bout. Qui sont les acteurs qui interviennent de bout en bout? Alors, le sang provient de l'homme. Ça ne se synthétise pas, on ne fabrique pas le sang. Alors, ce sont des femmes et des hommes de 18 à 60 ans qui sont sensibilisés de participer à un acte de santé qu'on appelle et qui viennent donner leur sang. Il faut être déjà en bonne santé pour donner son sang. Il ne faut pas être anémié. Il faut, pour les femmes, ne pas être en période de grossesse ou en période d'allaitement. Et vous verrez, dans les centres de transfusion sanguine, à cela, le médecin va vous faire une petite consultation qu'on appelle une consultation succincte pour voir si vous remplissez les conditions du don de sang. Si vous remplissez les conditions du don de sang, il vous fait prélever une petite quantité, c'est-à-dire 450 ml au maximum. Parce qu'il y a un principe qui dit que celui qui a moins de 50 kg ne peut pas donner son sang. Quelles sont les personnes qui interviennent dans ce processus? Alors, dans ce processus, il y a le donneur de sang d'abord. D'accord. Après le donneur de sang, il y a le médecin qui décide de l'aptitude ou non de donner son sang. Et il y a l'infirmier ou la préleveuse qui va prélever du sang. Ça, ce sont les personnes qui interviennent au départ. Et après, vous avez le laboratoire pour les analyses de sang. Il y a une batterie d'examens qui est faite dessus pour sécuriser le sang qui a été prélevé. Parce que le sang ne peut sortir d'un centre de transfusion sanguine, sauf quand il est labellisé, sécurisé, donc bon à l'utilisation. Et les ambulanciers, ils interviennent à quel moment? Les ambulanciers appartiennent aux hôpitaux. Ils appartiennent aux hôpitaux. Dans les hôpitaux, on a ce qu'on appelle les dépôts de sang. Vous savez, dans la pyramide du système transfusionnel, vous avez des niveaux. Vous avez la structure transfusionnelle et ses antennes, et vous avez la structure qui utilise le sang, qui est l'hôpital et son dépôt. Donc, en cas de besoin, l'hôpital émet un bon de commande qui arrive, n'est-ce pas, au centre de transfusion sanguine par l'intermédiaire de l'ambulancier. Et il est servi, et c'est ce même ambulancier qui retourne avec le stock de sang. Et justement, dans l'actualité que j'annonçais à l'instant, où on faisait cas de 2 agents de santé qui avaient été donc mis à disposition de la justice, le directeur de cabinet du ministre de la Santé a animé une conférence de presse suivant ensemble cette actualité, et nous y reviendrons. Le couple mère-enfant représente 70% des transfusions sanguines en Côte d'Ivoire. Parmi les enfants, ceux qui souffrent d'un cancer sont encore plus vulnérables. L'urgence de disposer en permanence de produits sanguins pousse la Fondation Raoul Folero à initier cette opération de don de sang au Centre national de transfusion sanguine, CNTS, de Trècheville. L'oncologie pédiatrique ne peut se concevoir sans transfusion. La transfusion fait partie de la prise en charge de nos enfants. Lorsque vous initiez une chimiothérapie chez ces enfants, vous avez également une baisse du volume sanguin chez ces enfants. Le CNTS a un déficit de plus de 90 000 poches de sang. Pour couvrir la demande, l'appel aux donateurs est régulièrement lancé par les autorités sanitaires et gouvernementales. Mieux, elle donne l'exemple à l'image du ministre Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement. Il ne faut pas attendre d'être dans le besoin pour comprendre l'urgence de donner son sang. Abidjan, c'est environ 5 millions d'habitants. S'il n'y a que 10% de la population d'Abidjan qui donne son sang, regardez ce que ça fait, c'est 500 000 poches. On a comblé largement donc le déficit en démocratisant ce prix, en l'uniformisant et en le fixant au taux le plus bas qui est de 3 000 francs. Le revers ne devrait pas être le manque de sang. Créée en 1968, la Fondation Raoul Folero œuvre contre toute discrimination causée par la maladie, l'ignorance et la pauvreté.
Cet élément de Didier Nguesson nous renseigne sur justement la nécessité de donner son sang. Mais entre-temps, la parenthèse que j'avais ouverte avant d'y aller, c'était ces 2 agents de santé, dont un ambulancier qui avait été donc mis à disposition de la justice pour avoir violé le respect du prix homologué par le gouvernement concernant la poche de sang qui est de 3 000. À votre regard de cette actualité? Ceci pour dire à la population, surtout aux agents de santé, que le gouvernement a pris une décision de fixer le prix de la poche de sang à 3 000. Les services de transfusion ont communiqué là-dessus. Les directeurs départementaux, les directeurs régionaux, les directeurs d'hôpitaux ont été informés là-dessus. Alors, pourquoi diantre aller chercher à vendre plus cher alors que c'est une décision étatique? Mais ces habitudes, elles existent depuis longtemps. Quel a été l'élément déclencheur, justement, de cette décision prise par le ministre de la Santé? Alors, vous savez, à un certain moment, il faut taper sur la table pour dire aux gens, ça suffit. Et le gouvernement a décidé de faire cela parce que quoi? Les donneurs de sang viennent nous donner leur sang. Le prix homologué est fixé. Et certains individus décident par eux-mêmes de donner d'autres prix au sang et faisant de la surenchère. Cette surenchère a démotivé beaucoup de donneurs de sang. Cette surenchère a créé de la spéculation un peu partout. Une certaine anarchie s'est installée. Et il y a même un numéro vert qui a été mis sur pied, le 143. Le 143 pour dénoncer tous ces faits. Alors, le 143 est là et pour tout le monde, toute personne qui reçoit du sang à plus de 3 000 francs CFA dénonce au 143. Eh bien, nous irons sur les lieux. L'inspection générale de la santé est là, la police sanitaire est là. Eh bien, ils vont faire leur travail. Et ces cas de sanctions doivent-ils faire école auprès de tous ceux qui seraient tentés d'avoir le même comportement? Ah oui, je crois que là, le directeur de cabinet a été très clair là-dessus. Celui qui enfreint à la loi va subir la justice. Alors, docteur, nous allons à présent rebondir sur la stratégie menée par le gouvernement pour permettre au CNTS de faire face aux besoins exprimés. Il est question d'un fonds de 5 milliards qui a été mis à votre disposition. En quoi cela consiste-t-il en termes de répartition? Dans sa séance du 23 février, le Conseil des ministres a décidé de l'octroi de 5 milliards de francs CFA comme subvention au Centre national de transfusion sanguine pour 2,5 milliards pour le fonctionnement, l'achat des intrants, c'est-à-dire les poches de sang, les réactifs, mais également la collation des donneurs et la prime de transport du donneur. Pour les autres 2,5 milliards, c'est dans le cadre du renforcement, n'est-ce pas, des capacités de collecte de sang pour l'achat, n'est-ce pas, des véhicules de collecte de sang, mais les équipements aussi de laboratoire et de prélèvement, les équipements de front et les équipements de transport. Parce que c'est vrai qu'il faut produire du sang, mais il faut pouvoir le traiter. Et c'est pour cela que le gouvernement a mis, n'est-ce pas, cette enveloppe budgétaire pour appuyer le centre de transfusion sanguine afin d'atteindre les 250 000 unités de sang dont a besoin la Côte d'Ivoire pour être autosuffisante en production. Alors un soutien du gouvernement qui pourrait être considéré comme une sorte de transfusion financière de première urgence, permettez-moi. Ah ben oui, c'est une belle perfusion. Afin de renforcer vos capacités, quel est le regard que vous aimeriez que le citoyen lambda ait de votre centre après justement cet appui important du gouvernement? Alors le gouvernement a joué sa partition, mais le gouvernement n'a pas le sang. Le sang est dans la population. Donc, le gouvernement, en appuyant le centre de transfusion sanguine, à avoir les moyens pour collecter du sang, il nous reste, nous, population, maintenant, à prendre d'assaut nos services de transfusion sanguine pour donner ces liquides précieux. Tout à l'heure, quelqu'un disait qu'il suffit d'un pourcentage minime de la population. Si nous avons ne serait-ce que 1% de la population qui donne du sang en Côte d'Ivoire, nous atteignons l'autosuffisance en produits sanguins. Alors moi, je demande à la population de se réveiller, de suivre le pas du gouvernement pour qu'ensemble, nous allons vers l'autosuffisance en Côte d'Ivoire. Et c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce que si toutes les entreprises de Côte d'Ivoire faisaient au moins 2 dons par an. 2 dons par an. Voilà. Selon des calculs que vous avez déjà faits. Les grandes écoles qui font 2 dons par an. Dans le cadre de concours de la fonction publique, de concours de nos élèves, on fait une opération de don de sang. C'est sûr que nous atteignons l'autosuffisance en produits sanguins. C'est vrai, tout le sang ne sera pas utilisé. Une partie va être rejetée parce que le sang va être analysé, sécurisé avant de mettre à disposition. Mais 250 000 poches de sang, ce n'est pas de la mer à boire. C'est possible pour 25 millions d'habitants au moins. C'est réalisable. Il suffit d'une mobilisation. Ensemble, on pourra atteindre cet objectif-là. Merci docteur. Voilà qui marque donc la fin de cet entretien. Mesdames et messieurs, les grands points à retenir, les voici désormais. Impunité zéro pour toute personne qui sera reconnue de vendre des poches de sang à un prix autre que celui homologué par le gouvernement qui est de 3 000 francs. Des moyens mis à disposition du CNTS pour améliorer son offre mieux, son service aux usagers. Nous recevions ce 13h le docteur Konaté Seydou, directeur du Centre national de transfusion sanguine, le CNTS, avec qui nous avons parlé du prix homologué des poches de sang, de la stratégie mise en œuvre pour accroître sa disponibilité. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.